Ici, il y a une file d'attente d'environ 300 mètres pour passer. Il faut attendre 1h30. Le 9 novembre 89, j'étais à Berlin depuis 15 mois comme chef d'état-major du gouvernement militaire français de Berlin. C'était un jour comme les autres qui a commencé par une réunion d'état-major comme tous les jours pendant cette période, ou qui était quand même un peu chaude avec les événements qui se passaient à Berlin-Est et en Allemagne, mais qui ne laissait pas du tout présager que le soir, les points de passage seraient ouverts. Tout s'est joué à 19h lorsque Schabowski, répondant à une question de journaliste, s'est emmêlé les mains dans ses papiers, c'est le cas de le dire, et n'a pas trouvé le bon papier et a déclaré à la volée: les frontières sont ouvertes, les Allemands peuvent circuler, et quand on leur demandait quand, il a dit tout de suite, maintenant. Alors que dans les plans, on l'a su après coup, on ne le savait pas à ce moment-là, dans les plans du Politburo, il était prévu de faire tomber la pression en autorisant progressivement les franchissements de frontières. Les premiers passages du mur, si mes souvenirs sont exacts, ont lieu vers 23h. Et pendant ces 4 heures, nous avons été vraiment sur des charbons ardents, car on voyait bien que les VoPo, la police, tous les organes de sécurité étaient complètement dans le flou, qu'il n'y avait pas de réaction coordonnée. Tous les renseignements que l'on pouvait avoir par nos observateurs indiquaient que c'était non pas la panique, mais la désorganisation, ce qui était tout à fait inhabituel chez les Allemands de l'Est. Et nous nous sommes demandé ce qui allait pouvoir se passer. Donc bien sûr, on a envisagé différentes hypothèses. Et il y avait une hypothèse qui était la plus dramatique, c'était le bain de sang. Auquel cas, nous étions prêts à intervenir pour secourir les gens qui auraient eu besoin de secours. On ne pouvait pas imaginer que sur le nombre de soldats est-allemands qui étaient armés au mur, dont la mission était d'empêcher le franchissement, et qu'il n'y en ait pas eu un seul qui se soit servi de son arme. Alors qu'il faut voir comment ils ont été bousculés. Ils avaient des milliers de gens devant eux et ils étaient entre le mur et la foule. Pas un à tirer. C'est un miracle. Et, alors on peut dire qu'ils n'ont pas reçu d'ordre, oui, mais quand on voit la façon dont ils ont été, pas brutalisés, mais pressés, on peut très bien imaginer qu'un jeune soldat ait perdu son sang-froid et ouvert le feu. Ça n'a pas eu lieu, et je répète encore, je crois qu'on peut rendre grâce à la Providence. Le sens de la commémoration, je dirais que c'est d'abord l'anniversaire d'une volonté de réunification. Et ça, c'est ce que j'ai dit tout à l'heure, c'est la volonté d'Helmut Kohl. C'est aussi une façon de célébrer le courage de tous ceux qui ont travaillé dans l'ombre et pendant longtemps pour qu'un jour on puisse franchir le mur, alors que tout le monde disait que ça n'arriverait jamais. Je me souviens que M. Honecker, avant qu'il ne tombe malade en octobre 89, avait déclaré durant l'été: le mur est là pour encore 50 ans. Et donc, il y a des gens qui ont cru que c'était possible et qui se sont acharnés à ce travail. Et puis il y a le courage aussi, le courage des Berlinois, qui ont résisté contre vent et marée et qui ont montré l'exemple depuis la période de l'occupation soviétique, la construction du mur et jusqu'en 89, et qui ont continué à vivre et à maintenir cette volonté d'unité du Grosse-Berlin.